si tu permets, je suis très contente de ce que je viens d'entendre dire, parce que j'avais lu qu'à un moment donné, vous disiez, j'avais peur de revenir au poème. C'est plus difficile, il faut aller au fond des choses et je crains de découvrir quelque chose que je n'aimerais pas. Donc, je suis très heureuse d'entendre, après cela, effectivement, dans cette manière d'aller au fond des choses, dans les deux langues, de recherche. Parce que la poésie, en fait, nous oblige à entrer dans les langues, dans le cœur même de la langue. Et entrer dans le cœur de la langue, c'est aussi se confronter à la force de cette langue. Et que si soi-même, on n'a pas assez de... comment dire, si on n'a pas assez d'humilité, si on n'a pas assez en même temps aussi comment dire, si on n'a pas assez de disponibilité, on peut s'y casser les dents, on peut juste aussi prendre simplement une technique et puis tromper les gens avec la technique. Mais le travail poétique, pour moi, engage l'être en entier. Et il y a eu des moments où, effectivement, en tant qu'être humain, on se dit, bon, là, je suis fatigué. Et, pourquoi toujours être sur le fil raide? Pourquoi toujours être comme un funambule? Basculer d'une langue à l'autre, ça peut être très fatigant aussi. Et ça, on est confronté aussi à quelque chose de très lourd. L'histoire que la langue française a élaborée avec les autres langues, c'est une histoire très lourde, parce que c'est une langue qui a pesé sur les autres, ou plutôt qu'on a fait peser sur les autres. Je préfère vraiment utiliser des termes bien précis, parce que ce n'est pas la langue qui pèse, c'est la politique, à un moment donné, la politique qu'il y a derrière l'utilisation de cette langue, qui fait que ça pèse. La langue française a pesé sur la culture malgache, parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu une entreprise coloniale qui a voulu assimiler l'indigène, qui a voulu faire en sorte qu'il n'y a qu'une identité qui compte, c'est-à-dire l'identité française. Et donc, la création innocente, la création gratuite que j'avais dans les collines, devant ce rocher transformé en pierre, elle était un peu perdue. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai pris conscience de l'histoire des langues, à partir du moment où je me suis rendu compte dans quel bourbier je me suis mis, en fait, j'ai perdu un petit peu cette innocence, ce plaisir très simple de raconter, d'inventer quelque chose, d'être simplement dans les langues. Et si on peut enlever la mémoire des langues et puis être simplement dans les langues, ce serait très bien. Non, je dis n'importe quoi. On ne peut pas enlever la mémoire. Mais c'est un désir un désir comme cela de revenir à des choses très simples. Oui, alors donc, merci beaucoup. C'était très intéressant. Il y a vraiment tellement de choses à aborder que je ne sais pas trop par quoi commencer. Mais il y a une chose qui a frappé mon attention lorsque tu as fait donc l'analyse donc de la blancheur éphémère et que tu as donc parlé de la façon dont tu traduisais en malgache. Alors tu t'auto-traduis du malgache. Excuse-moi, je dis malgache parce que je n'ai pas vraiment compris. C'était malagas ou malagache? Malagas. Donc tu traduis du malagas au français ou du français au malagas. Comment ça marche? Et si tu as des traducteurs ou si tu es ton propre traducteur, est-ce que tu t'auto-traduis? Et la deuxième question serait, tu as parlé de séduction, effectivement, qu'une langue exerce sur l'autre.
La séduction de la langue française sur la langue malagasy, elle se traduit comment et inversement? Le rythme, la morphologie, la sémantique uniquement, quoi? Donc la première question, L'autotraduction. L'autotraduction. C'est difficile en fait de se traduire pour plusieurs raisons. C'est que au moment où je fais la traduction de mes textes, que ce soit en malagasy ou de malagasy au français ou l'inverse, je ne suis plus dans l'état d'esprit de ces textes. Il faut y revenir, donc faire l'effort d'y revenir. Or, l'écriture pour moi, je ne sais pas pour les autres, est très exigeante. C'est-à-dire qu'il me faut être totalement dans l'écriture, mais vraiment totalement dans l'écriture. Et à ce moment-là, au moment de la traduction, je suis déjà dans une autre écriture. Donc il y a ce choix de laisser de côté d'abord ce que je suis déjà en train d'écrire, même si c'est sur le roman que j'écris en ce moment, par exemple, c'est là mon problème majeur. Parce qu'il faut que mon ambition, c'est de faire 2 versions, donc en français et en malagasy. Et j'ai commencé par le malagasy. Et au moment où je vais traduire, par exemple, le chapitre 3, je suis déjà dans le chapitre 15 en malagasy. Je fais quand même quelques... Voilà. Et donc, j'ai découvert la manière de le faire. C'est que il faut que je sois un peu détaché, mais pas trop. Et à ce moment-là, les choses se passent. Et puis, il y a des fois, j'ai envie d'écrire en français d'abord. Et puis de faire la traduction en malagasy. Donc c'est une création, à la fois une création immédiate, mais une création aussi par la traduction. Je vais dans les 2 sens, par exemple, il y a pas ici, mais je ne sais plus quel chapitre, mais il y a un chapitre qui a été, on va prendre juste un exemple, on va dire chapitre 7, de 1 jusqu'à 6, c'était en français, en malagasy, et puis j'avais envie d'écrire en français, et chapitre 7, c'était en français. Et hop, chapitre 8, je reprends le cours de malagasy. Mais la traduction à ce moment-là, c'est que le chapitre 7, il vient du français. Il y a plusieurs origines. Voilà, en fait. plusieurs origines. Et ça, c'est le plus simple, le schéma le plus simple. Mais il arrive aussi que dans la phrase même, j'ai conscience que maintenant, j'ai 2 cultures. Le malagasy et le français. Il y a des choses que je comprends, que je veux dire, intraduisibles dans l'une ou l'autre langue. Donc forcément, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour gagner du temps? Et j'écris là où il y a le mot. Voilà. Voilà. Mais en même temps, je sais aussi que je ne perds rien au change. Pourquoi donc? Parce que la traduction permet une autre forme de poésie. Je ne vais pas faire une traduction littérale, mais une transposition poétique de la chose. Je prends un exemple, le mot maswanj. Maswanj en malgache, c'est un mot très très banal. Pourquoi c'est très banal? Parce que ça désigne le soleil. Maswanj, c'est le soleil. Mais si je joue un peu, c'est un mot composé en malgache. C'est masu et anjo. Masu, c'est l'œil. Et anjo, c'est le jour. Je fais juste la traduction littérale, l'œil du jour. Je suis dans la poésie.
Et il y a d'ailleurs, ça ne vient pas de moi cette technique, mais un poète malagasy qui s'appelle Rabé Alvélo. Et Rabé Alvélo, c'est le seul poète malagasy qui a assumé les deux langues. C'est-à-dire écrire en malagasy et écrire en français. Et l'assumer. Il y a beaucoup d'autres écrivains qui ont écrit dans les deux langues, mais pour des choix idéologiques, ils disent qu'ils sont malgachophones ou francophones. Mais Rabé Alvélo, il l'a assumé. Et Rabé Alvélo a fait constamment ce va-et-vient, cette traduction dans les deux langues. Et comme il a écrit dans les années 30, très vite, les critiques français ont dit « Ah, c'est le surréalisme ». Parce qu'effectivement, l'œil du jour, dans l'histoire de la littérature française, ça fait surréaliste. Mais non, c'est quelque chose que c'est dans notre quotidien, c'est dans notre réalité, dans notre réel. L'œil du jour, c'est réel. Et il y a d'autres choses qui sont liées à cet œil du jour, qui dit, il y a un proverbe, par exemple, qui dit « Vous êtes sous l'œil du jour, ne croyez pas qu'on ne vous voit pas. » Donc vous êtes sous le soleil, on vous voit, parce que l'œil du jour voit tout. Et il y a une transposition comme cela que certains poètes ont fait par rapport à la Bible, avec Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère Abel, et l'œil de Dieu le voit tout le temps. Il a un œil qui le regarde tout le temps. Et donc, pourtant, ce sont deux choses très très différentes. Mais c'est là aussi le piège de la traduction, de se dire, de trouver quelles sont les formes de traduction, quelles sont comment on dit ça déjà, en traduction, il faut trouver l'équivalent. Voilà, c'est le piège de l'équivalence. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un autre traducteur pour moi? Non. Je veux bien qu'il ait traducteur, je veux bien, je ne serais pas contre. Mais pour autre chose aussi, que ce serait peut-être plus difficile à développer. Mais les textes que je vous ai lus tout à l'heure, c'était très poétique et tout, mais il y a une dimension de mes textes qui sont une dimension qui est où le thème et la langue même est très violente, et la langue malagasy en ce moment, ou plutôt la littérature malagasy officielle, la langue littéraire à Madagascar, ne supporte pas encore une telle violence. Donc les traducteurs, quand ils commencent à me lire, me disent non, je ne peux pas assumer. Voilà. Et enfin, deuxième question, les langues qui se séduisent. Il faut une autre conférence là-dessus. Je reviendrai. Mais je veux juste dire que ce sont deux langues avec une grammaire très très différente, avec des rythmes très très différents aussi. La langue malagasy, elle est très portée par le rythme. C'est-à-dire que dans les pauses, dans le silence, il y a beaucoup de signification déjà aussi. Mais dans l'accélération, on peut aller aussi dans un registre de langue beaucoup plus heurté, beaucoup plus violent aussi. Et au théâtre, on peut le retrouver. Mais à l'écriture, enfin dans la poésie, c'est plus difficile. Ce qui explique en fait pourquoi je vais un peu partout dans les genres dans mon écriture en français, parce que rester simplement dans un genre m'est insuffisant justement par rapport à ma langue qui joue beaucoup sur l'oralité.
Donc voilà. Et puis aussi sur l'utilisation des verbes, sur l'utilisation du sujet. Le sujet en malagasy n'est pas très très important. Le sujet peut être absent, peut être implicite des phrases, mais le sujet est toujours là. Tandis que il y a même dans la littérature française, il y a le narrateur. Le narrateur, c'est le jeu omniprésent. Et à l'école, ça me ramène à plein de choses à l'école où quand j'étais élève à Madagascar, le sujet omniprésent était un problème. Parce que justement, dans la langue, elle n'y était pas. Le sujet n'est pas omniprésent. Le sujet est implicite. Si je vais dire « je suis tombé », je peux juste dire « lave ». Lave, c'est le verbe tomber. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a une concision de la langue malagasy que la langue française n'a pas. Vous voyez, les gens en fait se font plein d'idées sur la langue malagasy du fait du nom, par exemple. Les noms des malagasy sont très très longs et ils croient aussi que les mots dans la langue malagasy sont très longs. Mais maintenant c'est le contraire, puisque les noms sont des phrases, mais pas simplement un mot. Et voilà. Ou alors il y a au niveau les verbes passifs, les verbes actifs, ça aussi ça pose un problème en langue malagasy parce que il y a des verbes qui ne demandent pas forcément un complément d'objet direct, mais qui est actif. Et il y a même le passif actif qui n'existe pas dans la langue française. Et il y a plein d'autres choses comme cela qui jouent en fait. C'est un peu brouillon la manière dont je l'ai dit, mais Bien, pour terminer, si vous voulez, je vais vous demander, vous nous avez dit que c'était difficile au départ d'être publié donc en malagasy dans votre pays. Maintenant plus facile parce que vous êtes connu. Mais et pour les jeunes auteurs, que pensez-vous de la difficulté qu'ils peuvent avoir à partir du moment où, comme vous me le disiez hier, le ministère de la Culture n'existe plus dans le pays, ce qui peut donc quand même être assez difficile. Est-ce qu'ils vont être obligés de chercher toujours des voies extérieures? Forcément. Le ministère de la Culture à Madagascar n'existe plus maintenant. Je me pose juste la question, est-ce que c'est tant mieux ou c'est tant pis? Parce qu'à un moment donné aussi, le ministère de la Culture, pendant la dictature par exemple, faisait office de censure. Donc avoir eu un ministère de la Culture qui vous censure n'était pas forcément quelque chose de bien. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et pour dire aussi que actuellement à Madagascar, il y a la libéralisation, la mondialisation. Et on a un président qui rappelle furieusement un autre que vous connaissez très bien aussi, mais sans garde-fou cette fois-ci. Il a décrété comme cela, il y a 3-4 ans, que la culture était contre le développement. Et donc il faut supprimer le ministère de la Culture. Et il a supprimé le ministère de la Culture, qui est maintenant un service du ministère du Tourisme. Et quand vous allez à ce ministère ce service du ministère du Tourisme pour parler de culture, ils vous disent mais vous voulez promouvoir quelle danse folklorique ou quelle
c'est le folklore et l'artisanat qui est au centre du service. Et les jeunes auteurs, ils ont développé depuis plusieurs années, en fait, depuis les années de dictature, un autre réseau qui est très très fort.